Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau grand angle consacré à l'un des plus grands génies de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci, dont nous célébrons cette année le 500e anniversaire de sa mort. Léonard de Vinci est né à Vinci, près de Florence, en Italie, en 1452. Enfant, il aimait dessiner tout ce qu'il y voyait, les animaux, la nature. Il fut un grand peintre, certes, mais également un sculpteur, un ingénieur, un architecte et un savant. Il vécut à Florence et Milan avant de partir pour la France, à Amboise, en 1515, à la demande du roi de France, François Ier. Il est connu pour ses nombreux tableaux, ses recherches scientifiques et son ingéniosité. Léonard de Vinci passa les dernières années de sa vie à Amboise. Il mourut en 1519 et fut enterré dans la chapelle Saint-Hubert, pur chef-d'œuvre d'art gothique. Retour sur la vie et les secrets de Léonard de Vinci. Une journée bien remplie donne un bon sommeil, une mort bien remplie donne une mort tranquille, écrivait Léonard de Vinci. En 67 ans de vie, le maître de la Renaissance italienne aura laissé une œuvre monumentale. Pourtant, sa naissance ne le prédisposait pas à un destin exceptionnel. Né le 15 avril 1452 à Vinci, village toscan, Leonardo di Ser Piero da Vinci, de son vrai nom, est un enfant illégitime, élevé par son père, notaire. Il ne reçoit pas l'éducation humaniste classique, mais est placé en apprentissage à Florence, chez l'un des peintres les plus célèbres de son temps, Andra del Verrocchio. Très jeune, il cherche à se différencier des autres en élaborant un mode de pensée basé sur l'observation de la nature, cherchant obstinément à en comprendre le fonctionnement. C'est ainsi que cet original, vêtu de capes roses et arborant des bagues de jaspe, est le premier à associer l'art et la science. Fort de son expérience, il rejoint Milan en 1482, où il met son génie au service du duc Ludovic Sforza. Durant cette période, il peint de nombreux tableaux tels que la Seine, la Vierge au Rocher, Saint Jean-Baptiste ou encore la Joconde. Il part s'installer en France en 1516 à l'invitation du roi François Ier et s'éteint 3 ans plus tard au château du Clos-Lucé à Amboise. Le roi pleurera la disparition de celui qu'il appelait « mon père ». De Léonard de Vinci, on ne connaît que 19 tableaux, ce qui est très peu finalement. Si le peintre-ingénieur a été à l'origine de beaucoup d'inventions, il n'a pas la même rapidité pour entreprendre des œuvres de plus grande envergure, car il procrastine, remettant sans cesse l'œuvre à plus tard. Il passe par exemple 15 ans sur le projet d'une statue équestre en l'honneur du père de Ludovic Sforza, sans qu'elle ne voie jamais le jour, à moins que son obsessionnelle peur de l'échec n'en soit la cause. Toute sa vie, Léonard de Vinci remplit des carnets dans lesquels il consigne réflexions, découvertes. Les 1119 pages du Codex Atlanticus, conservées à la bibliothèque ambrosienne de Milan, restent l'un des formidables témoignages de l'œuvre du génie de la Renaissance. Cependant, la lecture n'en est pas aisée. Gaucher, il écrit de droite à gauche pour éviter les traînées d'encre, et à l'envers, c'est ce que l'on appelle l'écriture spéculaire. Pour être décryptée, elle nécessite un miroir, peut-être une astuce pour protéger ses inventions. Lorsqu'il arrive à Florence en 1467, le jeune homme de 15 ans intègre l'atelier polytechnique d'Andrea del Verrocchio et n'a qu'une idée en tête, se démarquer en devenant ingénieur. Il veut créer des machines qui allègent les charges des hommes et des animaux. C'est ainsi que naissent le chariot autopropulsé, ancêtre de l'automobile, ou la rôtisserie automatique. Comme en témoignent ses carnets, Léonard de Vinci ne se contente pas d'un croquis de la machine, il la démantèle, la dessine en vue éclatée et en coupe. Lorsqu'il travaille pour Ludovic Sforza, sa créativité pour concevoir des machines de guerre est sans limite, catapultes, arbalètes, chars d'assaut ou encore mitrailleuses. Végétarien par amour de la nature, cette question fait débat même si les biographies du peintre l'affirment, s'appuyant sur la lettre d'un explorateur italien. Certains infidèles nommés hindous ne mangent rien qui contienne du sang et ne permettent aucune blessure faite à un être vivant, comme notre Léonard de Vinci, peut-on lire dans l'une d'elles. La légende prétend qu'il achetait des oiseaux en cage sur les marchés pour les remettre en liberté. François Ier, passionné par les travaux de son protégé, souhaitait faire de Romorantin, dans le Loir-et-Cher, sa nouvelle capitale, un lieu adapté à l'environnement économique et à l'activité humaine. Il confie le projet au maître qui dresse les plans d'une cité idéale dès 1516. Des dessins attestent d'un palais neuf, un édifice imposant situé sur une île de la Sauldre, raccordé par 2 ponts au reste de la ville. Mais en 1519, année du décès de Léonard de Vinci, l'ambitieux projet est abandonné.
Voler aura été le plus grand défi de l'inventeur italien. Comme il le fait toujours, c'est en observant la nature, notamment les chauves-souris et les oiseaux en plein vol, qu'il trouve les solutions techniques pour concevoir sa machine volante. Il n'est pas certain que cet engin ait été testé de son vivant, mais il inspirera sans aucun doute les futurs ingénieurs en aéronautique. Par ailleurs, on a pu déceler dans sa vis aérienne, sorte d'aéronef à hélice à vol vertical, l'ancêtre de l'hélicoptère. Alors on l'a dit, Léonard de Vinci et François Ier entretenaient des liens très proches. En témoigne ce tableau peint par Jean-Auguste Dominique Ingres, où le grand maître est représenté sur son lit de mort, malade, rendant son dernier souffle dans les bras du roi. Une belle histoire, mais peu probable, car François Ier était en réalité au château de Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, au moment du décès de l'artiste. Quoi qu'il en soit, Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie à Amboise, dans le château du Clos-Lucé, à 500 mètres du château royal d'Amboise, bâti au XVe siècle et mêlant la brique rose et le tuffeau. Il est acquis par Charles VIII en 1490 et devient pendant 200 ans demeure royale et résidence d'été des rois de France. En 1516, François Ier propose à Léonard de venir s'installer en France, au Clos-Lucé précisément. L'artiste accepte, il s'occupe pendant les 3 années qui suivent d'organiser les fêtes de la cour, de travailler sur des plans d'architecture et d'élaborer des projets de machines. Si Léonard de Vinci a réalisé peu de peintures, il a laissé plus de 6000 dessins et croquis. Aujourd'hui, le sous-sol de ce manoir abrite 40 fabuleuses maquettes d'engins réalisés d'après les décès et les notes du maître. Visite guidée du Clos-Lucé. Face aux jeunes artistes de la Renaissance italienne, Raphaël et Michel-Ange, à l'automne 1516, Léonard de Vinci accepte l'invitation du roi de France et à l'âge de 64 ans, traverse les Alpes à dos de mulet avec certains de ses disciples, dont Francesco Melzi et Battista de Villanis, son fidèle serviteur milanais. Il apporte dans ses bagages 3 de ses chefs-d'œuvre, la Joconde, la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne et Saint Jean-Baptiste, ainsi que ses carnets, croquis, dessins et manuscrits plus tard rassemblés dans les codex, aujourd'hui dispersés dans le monde. La chambre de Léonard donne sur le château royal d'Amboise. C'est dans ses murs qu'il rédige son testament, léguant ses manuscrits, carnets de dessins et croquis à son disciple bien-aimé, Francesco Melzi. Il s'éteint d'ailleurs dans cette chambre le 2 mai 1519. La chambre de Marguerite de Navarre, sœur aînée de François Ier, est entièrement restaurée et meublée dans le goût du XVIe siècle. Son portrait, par François Clouet, peintre officiel du roi, est exposé dans l'une des vitrines. L'oratoire d'Anne de Bretagne, épouse de Charles VIII, est orné de 4 fresques, dont une Annonciation, réalisée par les disciples de Léonard de Vinci. Au-dessus de la porte, la Vierge de Lumière, Virgo Lucis, aurait donné son nom au château, le Clos-Lucé. L'atelier du peintre au rez-de-chaussée de la bâtisse a été restitué dans l'ambiance des bottegas typiques de la Renaissance. Dans la bibliothèque s'alignent facsimilés de l'Institut de France et ouvrages anciens, côtoyant un étonnant cabinet de curiosités. Dans le cabinet de travail, c'est la rencontre immersive et émotionnelle entre le visiteur et Léonard de Vinci au travers d'une production audiovisuelle utilisant la technologie Ghost. Parce que la soupe refroidit et caetera. Cette phrase a été retrouvée dans un des manuscrits de Léonard. Imaginez en entrant dans la cuisine intacte, Léonard se réchauffant au coin de la haute cheminée de pierre, pendant que Mathurine, sa servante Tourangelle, lui prépare son repas végétarien. Léonard avait une alimentation diététique. Pour lui, sobriété, saine alimentation et bon sommeil maintiennent en bonne santé. Depuis son atelier, Léonard de Vinci pense, invente, conçoit et réalise les commandes royales. La cité idéale de Romorantin, destinée à devenir la capitale du royaume, l'escalier à double révolution du château de Chambord, qui l'a inspiré, un réseau de canaux et d'écluses pour connecter le Val-de-Loire au Lyonnais afin de gagner plus rapidement l'Italie, ou encore l'assèchement des marais de la Sologne, la mise en scène de fêtes royales spectaculaires pour lesquelles il imagine des automates, comme le lion cracheur de Fleur de Lys, des maisons démontables pour la cour également, encore itinérantes à l'époque. Au sous-sol, 4 salles aménagées permettent de comprendre les multiples savoirs de Léonard de Vinci, ingénieur. Des animations 3D et 40 modèles illustrent la diversité des intuitions du grand maître. Ces fabuleuses maquettes ont été réalisées à partir des plans de Léonard de Vinci, en bois ou en acier. Elles impressionnent parce qu'elles révèlent de la capacité d'invention du maître.
Autodidacte, c'est en observant la nature dans laquelle il trouve des réponses que, loin des livres, Léonard de Vinci élabore un nouveau mode d'apprentissage en étant l'un des premiers à inventer la science expérimentale. Au château du Clos Lucé, le jardin de Léonard a été pensé de la même manière. Toutes les réponses aux questions concernant le maître sont là, accessibles aux enfants comme aux adultes. Les arbres, les plantes, ainsi que les mouvements des eaux retrouvés dans les codex ou dans ces tableaux reprennent vie dans ce jardin dédié à la nature. Rochers, grottes, sources, belvédères, cascades, effets de brume évoquent la technique du sfumato. Ici, les moindres détails de ces œuvres sont reconstitués. Autour d'un bassin bordé de pins centenaires, de cyprès d'Italie et d'ifs, vous pouvez contempler le lys de la Madone, l'iris des marais, la violette cornue, les aulnes glutineux, le cyclamen étalé et bien sûr la célèbre rose Mona Lisa. Comme aimait le dire Léonard, tout est là. C'est grâce à l'aboutissement de 2 années de recherche sur un corpus scientifique recensant tous les travaux de Léonard de Vinci en lien avec la nature que ce musée de plein air unique a vu le jour au château du Clos Lucé. Lors de cette promenade culturelle, vous découvrez Léonard ingénieur, Léonard visionnaire et Léonard peintre et architecte dans le parc Leonardo da Vinci, montez à bord du char d'assaut, actionnez la vis aérienne, manipulez la mitrailleuse ou encore promenez-vous en bateau à aube, voire même franchissez le pont tournant ou le célèbre pont à double travée de 20 mètres de haut, réalisé avec les techniques de l'époque. Toutes ces maquettes sont à taille réelle pour offrir aux petits et grands des expériences pratiques et vérifier les intuitions de Léonard. Observez également les 40 toiles translucides de 3 à 4 mètres de haut suspendues aux arbres. Découvrez la lumière des visages, la beauté des corps, la mécanique de la vie, les projets techniques ou encore la cité idéale. Laissez-vous guider par la voix de Jean Piat, sociétaire de la Comédie Française, qui restitue les réflexions du maître tout au long de votre promenade. Le parc Leonardo da Vinci est un voyage unique au monde parmi les œuvres du génie. Si Léonard de Vinci a laissé plus de 6000 dessins et croquis, pour la plupart rassemblés dans des manuscrits ou codex, il a aussi réalisé quelques peintures, nous en connaissons 19. Parmi les plus célèbres tableaux, nous avons le baptême du Christ, l'Annonciation, la Seine, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne que voici, Saint Jean-Baptiste également, dont le modèle est certainement un des jeunes amants de Léonard de Vinci, et la Joconde, lequel est considéré comme le plus célèbre tableau du grand maître, raison pour laquelle nous avons choisi cette œuvre à analyser dans les moindres détails. Une œuvre mondialement connue puisqu'elle est le tableau le plus contemplé au musée du Louvre à Paris, mais une œuvre aussi très polémique. Selon un groupe de chercheurs italiens, c'est un jeune apprenti de Léonard de Vinci qui aurait servi de modèle au portrait de Mona Lisa. Alors, qui se cache derrière la Joconde? Enquête et décryptage. Considérée comme l'œuvre la plus célèbre au monde, la Joconde appelée Mona Lisa n'a pas livré tous ses secrets. Cette femme est peut-être l'épouse du marchand florentin Francesco del Giocondo. Le personnage est représenté au premier plan, légèrement de 3/4, le bras accoudé sur un fauteuil, dans une loggia. Derrière apparaît un paysage à dominante minérale, semblant irréel, présenté en surplomb, c'est-à-dire vu du dessus. La peau et les mains ressortent dans un contraste clair-obscur très prononcé, le tout semblant baigné dans une brume d'or. La Joconde est une représentation réaliste de cette femme, Lisa del Giocondo, nommée aussi Mona Lisa, dans sa loggia au-dessus d'un paysage imaginaire peint d'une manière illusionniste. Le trompe-l'œil est obtenu grâce à l'invention de la perspective au moment de la Renaissance, traduite par des lignes d'horizon, point de fuite, rapetissement des formes vers le point de fuite, perspective aérienne avec un bleuissement, une atténuation des tons avec l'éloignement. L'illusionnisme est également rendu grâce à la lumière traduite avec le clair-obscur qui permet de modeler la forme d'une façon très progressive et nuancée. Il n'y a plus aucune trace de pinceau, mais une matière picturale poudrée, estompée comme une brume, une fumée, d'où le nom de sfumato donné à cette manière de peindre un peu voilée, propre à Léonard. Le sfumato est donc une technique particulière de la peinture à l'huile qui consiste à adoucir formes et contours, le plus souvent dans la perspective aérienne. La peinture diluée et passée en de nombreuses couches transparentes, très fines, est appelée glacis. Ces glacis permettent le rendu de la texture de la peau.
Le sourire épanoui, mythique de cette femme exprime à la fois la quiétude, le bonheur et la force. Une expression cependant un peu espiègle ou ironique interpelle le spectateur. La mode de l'époque voulait que les sourcils soient épilés, ce qui grandit le front et appuie le regard. Sobre et posée, elle est vêtue de noir, ce qui était une coutume de l'époque, non un signe de deuil. Pour seuls accessoires, elle porte un voile sur ses cheveux et une écharpe sur son épaule. Ses bras reposent sur un accoudoir de fauteuil et ses mains expriment grâce et sérénité. Assise dans une loggia, entre intérieur et extérieur, une lumière chaude, ocre, venue de l'intérieur, contraste avec la lumière froide, bleu-vert, du lointain paysage, un peu étrange et atemporel. En effet, il n'y a aucun signe de vie, à part ce pont sur la droite, essentiellement minéral, composé de rochers, quelques étendues d'eau s'étendent de part et d'autre. Mais une incohérence dans cette toile de fond crée un mystère. Les deux côtés du paysage ne correspondent pas, présentant une ligne d'horizon différente. Curieusement, c'est le sourire en coin de la Joconde qui crée le lien entre les deux côtés impossibles du paysage chaotique et le sourire qui symbolise la magie de l'instant tient cohérent ce tableau. Épouse d'un riche marchand de soie venant d'avoir de beaux enfants comblés, son mari a passé commande du portrait au plus réputé des peintres de l'époque. C'est donc une jeune femme épanouie et heureuse que voici, et le sfumato procurant une expression de grande douceur à l'œuvre, magnifie encore l'image de cette femme, lui donnant son caractère envoûtant, magnétique même. L'histoire précise de cette œuvre reste hypothétique, mais nous savons que Léonard l'a toujours gardée avec lui, ne la livrant pas à son commanditaire. François Ier l'a acquise à Amboise, où le peintre, protégé par le roi, passa la fin de sa vie. La Joconde est sans aucun doute l'œuvre la plus polémique de Léonard de Vinci. Des chercheurs italiens spécialisés dans la levée des mystères artistiques ont affirmé qu'un jeune homme avait servi de modèle pour la Joconde, une thèse qui laisse sceptiques les experts du Louvre. Silvano Vicenti, président du Comité national pour la valorisation des biens historiques, a assuré devant la presse étrangère à Rome qu'un jeune assistant de Léonard de Vinci, le génie de la Renaissance, appelé Salaï, fut le modèle du célèbre portrait de Mona Lisa. Salaï, de son vrai nom Gian Giacomo Caprotti, entré au service de l'artiste à 16 ans et resté 25 ans à ses côtés, aurait été sa muse et son modèle pour plusieurs tableaux. Selon M. Vicenti, les deux hommes entretenaient une relation ambiguë et étaient probablement amants. M. Vicenti a fait état de fortes similitudes entre les traits des visages des protagonistes du Saint Jean-Baptiste et l'ange, incarné avec le nez et la bouche de Mona Lisa. Pour ce chercheur, le peintre avait laissé des indices en peignant dans les yeux de la Joconde un minuscule L pour Leonardo et un S pour Salaï. Le chercheur, auteur d'un livre sur le sujet, a dit que son équipe s'était fondée sur l'analyse de reproduction numérique de haute qualité. Mais les affirmations de M. Vicenti sont contestées par le Louvre, propriétaire de la Joconde. Le musée rappelle que le tableau a été soumis à toutes les analyses de laboratoire possibles en 2004 et 2009. Aucune inscription n'a été décelée lors de ces examens. Le vieillissement de cette peinture sur bois a provoqué un grand nombre de craquelures dans la matière picturale qui sont à l'origine de nombreuses formes qui ont souvent été l'objet de surinterprétations, a-t-il souligné. Le musée a en outre indiqué ne pas avoir eu communication de pièces démontrant ces nouvelles hypothèses. M. Vicenti, dont l'équipe s'était fait connaître il y a maintenant plus de 10 ans en identifiant les restes du Caravage, a mis cette réaction sur le compte de l'embarras. Je comprends leur incrédulité et leur surprise. Au fond, c'est la peinture la plus étudiée au monde. Ils sont vraiment aveugles, a-t-il dit, appelant les spécialistes du Louvre à être sérieux et reconnaître qu'ils se trompent. Il a offert sa collaboration avec l'envoi d'une équipe pour faire des prélèvements de petits fragments de peinture, là où se trouveraient les chiffres et lettres pour voir s'ils ont été faits à l'époque ou s'ils sont apparus avec le temps. Peinte à partir des années 1500 et peaufinée jusqu'à la fin de la vie de son auteur, la Joconde est une œuvre de maturité. Léonard a une cinquantaine d'années et y met tout son génie et sa conviction. Pour Vicenti, elle est l'expression de la perfection humaine, d'un idéal de beauté néoplatonicien, soit une Joconde homme et femme dans un même corps, d'où cette androgynie qui frappe au premier coup d'œil. Et l'année 2019, 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci, en France, revêt une signification particulière pour le musée du Louvre à Paris, qui possède la plus importante collection au monde de peintures de Léonard, ainsi que 22 dessins.
Je vous informe donc qu'une exposition exceptionnelle consacrée aux grands maîtres se tient au Louvre depuis le 24 octobre. Elle durera jusqu'au 24 février 2020. Pensez à réserver vos places car l'affluence est très importante. Voilà pour ce grand zoom consacré à ce génie de la Renaissance. La semaine prochaine, je vous donnerai rendez-vous non pas mercredi, mais lundi 11 novembre, à l'occasion des commémorations de l'armistice de 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Notre grand angle reviendra sur ce premier grand conflit mondial du XXe siècle. Merci de votre attention, bonne soirée et à dimanche pour le journal.